Autour de la grande table critique, je suis avec Sally Bonne, critique et maître de conférences en esthétique, et avec Stéphane Coréard, critique et commissaire d'exposition. Et on parle de l'actualité des expos. Dans un instant, on parlera de Love Songs, photographie de l'intime. Ça, c'est à la Maison européenne de la photographie. Mais tout de suite, direction le centre Pompidou à Paris pour une grande exposition intitulée Allemagne, années 20. Das ist nicht zu bestreiten. Man bestand von früh bis spät nur noch aus Nervosität. Starb ein Vögelchen im Bauer, trug gleich die Familie Trauer. Heute ist eine andere Zeit. Triffst zum Beispiel du Herrn Koch, fragst du ihn von Sachlichkeit. Was sagt das Leben noch? Es liegt in der Luft eine Sachlichkeit, es liegt in der Luft eine Bestachlichkeit, es liegt in der Luft, es liegt in der Luft, in der Luft. Es liegt in der Luft was Idiotisches, es liegt in der Luft was Hypnotisches, es liegt in der Luft, es liegt in der Luft, es liegt in der Luft. Grande exposition à Beaubourg dont le titre complet est Allemagne, année 1920, la nouvelle objectivité August Sander. Il s'agit d'articuler un courant esthétique, donc la nouvelle objectivité, et l'œuvre d'un artiste, le photographe August Sander, comme deux biais pour comprendre l'ère d'un temps. Ces fameuses années 20 en Allemagne, après l'humiliation que constitue la défaite et le traité de Versailles en 1918, et avant la chute de la République de Weimar. La nouvelle objectivité, en réaction à l'expressionnisme qui exaltait les singularités individuelles, vient transformer en profondeur la pratique artistique, peinture, dessin, design, architecture, théâtre, en se fondant sur des principes rationalisants et fonctionnels. August Sander, lui, est photographe. Il a commencé à pratiquer de manière itinérante à la campagne, avant d'entreprendre son grand œuvre, un inventaire des hommes du XXe siècle. L'exposition est grande et riche, présente à la fois des dessins, des affiches, des extraits de films, des meubles de l'école du Bauhaus, des coupures de presse, mais surtout la peinture de l'époque, dont Otto Dix est un des grands représentants, et dans son cœur, comme enveloppé par la scénographie, ces fameuses séries photographiques d'August Sander. Pas facile à résumer, et pourtant c'est pas si compliqué que ça, si Stéphane Coréard? Oui, c'est pas compliqué parce que c'est une petite décennie, hein, c'est une poignée d'années, une exposition effectivement tentaculaire qui est présentée comme le grand retour des expositions pluridisciplinaires au centre Pompidou. De fait, l'exposition mêle beaucoup de médiums, vous l'avez dit Lucille, beaucoup de peinture, de photographie énormément, mais aussi de l'architecture, du design, de la musique, du cinéma, etc. Pour autant, on n'a pas toujours l'impression que ce soit réellement pluridisciplinaire, parfois les choses ont plutôt l'air d'être posés côte à côte. D'ailleurs, comme le titre à tiroir un petit peu le laisse supposer, on a l'impression, moi j'ai eu l'impression en tout cas que c'était plutôt l'agrégat de deux projets, une exposition d'August Sander qui est le cœur de l'exposition, et puis autour, un peu comme finalement un éclairage, ce qui est de ce point de vue-là assez rare et peut-être bienvenu finalement que la peinture ne soit pas le cœur mais la périphérie de ce projet. La scénographie est très complexe, d'ailleurs il y a un plan à l'entrée, ce qui est assez rare, ça ne nous aide pas beaucoup si ce n'est qu'il est distribué sous forme de dépliant, ce qui aidera peut-être à y voir clair. Néanmoins il faut tout voir. La photo de Sanders s'oppose, je dirais, quasiment à la peinture de la nouvelle objectivité d'une certaine manière. On en reparlera, notamment par sa recherche de typologie un petit peu archétypale, finalement, là où, au contraire, peut-être, c'est des individus qui sont montrés dans toutes les facettes et dans toute leur ambiguïté par des peintres comme Otto Dix. Néanmoins, l'exposition essaye de définir un peu, je dirais, en creux, ce qu'est la nouvelle objectivité, la définir aussi déjà par ses marges. Vous en avez un petit peu parlé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs visions de cette nouvelle objectivité qui peuvent s'opposer ou superposer, et de fait le parti pris de l'exposition c'est de le définir en creux, je dirais, puisqu'il y a un petit peu de Bauhaus, mais très peu, finalement uniquement le design et un peu l'architecture, mais pas du tout la peinture. Il y a ce qu'on appellerait le cubisme intériorisé, enfin ce qu'on appelait à cette époque-là en Allemagne ce cubisme civilisé de Max Beckmann, qui est très peu représenté, uniquement dans l'entrée de l'exposition. Il y a Dada, Raoul Haussmann là aussi, dans l'entrée, puis Anna Hösch, mais très très peu aussi, et l'expressionnisme avec Georges Grosz, également très périphérique. Donc c'est quoi le centre de l'exposition? Eh ben, c'est, on l'a dit,
dit, ce projet fou d'August Sander, qui est un projet qui nous est présenté comme organique, puisque c'est quelque chose qui construit au fil du temps une recension, comme vous l'avez dit, des habitants de ce XXe siècle, enfin, qui commence déjà par autour de chez lui, puisque c'est un photographe ambulant qui au départ n'a pas ce projet se construit, et notamment des individus qui se résument, on va le voir, parfois à leur profession, à leur origine, à leur genre, et là ça pose plein de questions passionnantes. Sally Beaune, premier regard sur cette exposition. Alors, on est parfois un peu perdu dans l'organisation scénographique de l'exposition entre effectivement les différentes chapitres d'une certaine manière de cette présentation de la nouvelle objectivité, et puis effectivement la manière dont August Sander vient s'insérer dans les espaces. On circule entre cette série de photographies de Sander qui est absolument passionnante, parce qu'effectivement, comme l'a évoqué Stéphane Correa, ça pose plein de questions, notamment sur la volonté de catégorisation sociale, mais c'est aussi un travail incroyable l'écrivain Alfred Döblin, qui est aussi très présent dans l'exposition, parce qu'on en reparlera. La question du montage participe beaucoup d'un certain nombre de pratiques artistiques de l'époque, de cette période de la nouvelle objectivité. Mais Döblin parlait de sociologie par l'image du travail de Sander, ce qui est effectivement le cas, parce qu'on voit qu'il commence par des paysans qui sont effectivement autour de lui, et puis après il va rencontrer les gens, mais il rencontre les gens en fait plutôt autour de son propre cercle. Il ne va pas très loin, et notamment quand il cherche à représenter les artistes. Les artistes, ce sont les artistes qui sont autour de lui, ou les écrivains, ce sont les écrivains qui sont autour de lui, ce qui est assez intéressant aussi, parce qu'en fait, il va, en l'occurrence, il y a des artistes importants autour de lui, donc notamment Otto Dix, qui est très représenté dans l'exposition par ses tableaux, mais il y a peu d'écrivains importants autour de lui à l'époque. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant, cette justement sociologie qui est aussi liée à sa propre géographie. Ce qu'on voit aussi dans les premiers espaces de l'exposition, c'est la manière dont Sanders, ce qui parfois justifie, parce que je suis tout à fait d'accord avec Stéphane Correa, moi j'ai eu l'impression que ce sont deux expositions différentes qui ont été en fait juxtaposées, amalgamées, imbriquées, entrecroisées, ce qui fonctionne pas si mal, parce qu'effectivement il y a évidemment des raisons objectives, sans jeu de mots pour le faire, mais c'est vrai que dans l'organisation générale de la scénographie, c'est complexe. Cependant, ça se justifie aussi quand on voit la manière dont August Sander, par exemple, tout en photographiant les gens qui l'entouraient, en fait, ses contemporains, qui est aussi ce que faisaient les artistes, tous les artistes, c'est-à-dire de tenter de saisir l'esprit du temps, ce fameux Zeitgeist des années 20. Et en faisant ça, il va aussi photographier, par exemple, des tableaux. Et donc, il y a toute une vitrine assez intéressante dans la deuxième ou la troisième salle, où on voit Sander qui photographie des tableaux de ses contemporains, notamment un artiste que j'ai découvert et que j'ai trouvé assez magnifique, qui s'appelle Franz Wilhelm Seifert. Et donc il photographie ces tableaux aussi pour évidemment les diffuser. Mais cette manière-là dont Sanders en fait participe aussi d'une certaine forme de diffusion du travail des artistes de l'époque est passionnante. Ce qui évidemment renvoie aussi à l'usage de la photographie, à l'usage de la technique. Bien sûr, ce sont des questions, et dès le milieu des années 20, ce sont des questions qui se posent. Et il y a aussi des choses très intéressantes dans le parcours qu'on peut faire de l'exposition pour essayer de comprendre ce que signifie cette nouvelle objectivité et la manière dont, dans son corps même, en fait, elle a déjà été critiquée pour le regard qu'elle pouvait porter sur notamment la technicisation, la standardisation et la modernisation de l'époque. Oui, il y a quand même, c'est bon, il faut le dire, il faut passer beaucoup de temps dans cette exposition pour comprendre à peu près tous les tenants et les aboutissants, et probablement beaucoup de parcours se proposent, c'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas du tout eu la même expérience, ne serait-ce que par l'ordre qui est en effet compliqué des salles qui s'enchaînent les unes aux autres, mais ce qui me paraît quand même vraiment, là pour le coup, une réussite d'un point de vue de la multidiscipline, c'est pas tant le multidisciplinaire d'un point de vue format, c'est-à-dire oui, il y a de la peinture, il y a un peu de tout, c'est surtout l'ambition qui est quand même multiple, c'est-à-dire que l'ambition historique, elle me semble vraiment très haute. Enfin, il y a vraiment quelque chose de rendre cette ère du temps, c'est
probablement une des choses en histoire qui est les plus difficiles sur une période donnée. Moi, je trouve qu'on y plonge réellement. Il y a une ambition, disons, politico-philosophique, puisqu'il s'agit de comprendre ce que c'est la nouvelle objectivité. Or, ça concerne des critères esthétiques et des modes de représentation, mais aussi toute une pensée qui commence plutôt à gauche et puis qui se complexifie. De ce point de vue, August Sander est dans une très grande ambiguïté. C'est ce qui donne toute sa tension à l'exposition. Et puis, la question esthétique vient presque après. Moi qui suis moins probablement branchée sur les questions esthétiques, j'ai vraiment eu un très grand plaisir et même plus que ça, je pense beaucoup d'émotions à comprendre ce qui se passe dans la tête des gens à ce moment-là, ce qui est très simple, mais en fait, quand c'est bien rendu, c'est fort. Stéphane Correa. Oui, alors je suis tout à fait d'accord, Lucille, c'est quelque chose qu'on perçoit, et en même temps, je dirais que du point de vue de l'exposition, puisqu'ici on est là pour parler des expositions, on va parler aussi de certaines œuvres, je pense, en détail, mais du point de vue de l'exposition, il me semble qu'il y a quand même des gimmicks qui rendent cette lecture assez complexe. Par exemple, il y a des rapprochements, comme toujours dans ce genre d'exposition, assez formels. Donc il y a une salle, par exemple, de nature morte qui d'ailleurs n'amène pas grand-chose en tant que tel, parce que le sujet de l'exposition est plutôt sur les gens, on va y revenir. Oui, le portrait domine largement, c'est vrai qu'il y a une salle consacrée à des dans cette salle, par exemple, on va mettre une peinture d'Anna Husch qui représente des vers à côté d'une photographie de Renger Patch ou d'un autre qui représente des vers. C'est pas parce que ces œuvres représentent des vers qu'elles ont pour autant quelque chose à se dire. À l'inverse, moi j'ai été frappé dans cette exposition comme rarement par l'écart qu'il peut y avoir parfois entre les cartels et le placement des œuvres dans certaines sections et ce que les œuvres elles-mêmes disent. Par exemple, il y a une section sur la persona froide, je crois qu'elle s'appelle comme ça, parce que tout le début de l'exposition nous montre la standardisation, à la fois des intérieurs, à la fois la multiplication des silhouettes, des individus qui seraient résumés à une part uniquement mécanique, mais par exemple la tête justement de Raoul Haussmann qui est dans l'entrée, pour moi est très poétique, elle n'est pas du tout uniquement mécanique. Donc le fait de la ranger comme ça un peu au chausse-pied dans une boîte, je trouve, nie un petit peu la réalité des œuvres. C'est le cas aussi pour des portraits d'Autodix, parce que les portraits d'Autodix sont tout pour moi sauf froids. Ils peuvent être cruels, ils peuvent être paradoxaux, ils peuvent être ironiques, mais ils ne sont pas du tout froids. Donc en fait, ils sont là au milieu d'une salle qui elle l'est, si vous voulez, et je trouve que parfois les œuvres ont du mal à exprimer tout leur potentiel. Sally Bonne. Oui, j'ai eu une sensation un peu similaire dans la mesure, mais ça reprend aussi en fait le projet de Sander, dont en fait lui-même plaçait certains de ses portraits dans des groupes différents en fonction de notamment par exemple les portraits de Raoul Haussmann qu'il a fait, il les plaçait pas forcément dans le groupe des artistes, mais parfois je sais plus père de famille, parce qu'il y a aussi des biais familiaux pour classer les gens. Il s'agit pas seulement de profession ou de catégories sociologiques, on y reviendra, mais c'est intéressant du point de vue du et là certaines des œuvres sont elles aussi en fait placées dans des catégories. Alors c'est un peu étrange aussi l'ensemble des sections de l'exposition. On peut les rappeler peut-être: standardisation, montage, les choses, persona froide, rationalité, utilité, transgression, regard vers le bas. Bon, déjà sur les formulations, moi je trouve ça ça mime quelque chose de la mécanique qui était propre à cette pensée-là. Après, il y a peut-être un peu d'humour aussi. Moi, je pense que c'est possible. Mais bon, peut-être, je ne sais pas. Je l'ai pas forcément senti. Mais ce regard vers le bas, il est un peu il est ambigu aussi en fait. Donc l'ensemble de l'exposition, je trouve qu'elle fonctionne dans la mesure où les jeux de circulation entre cette manière un peu formelle de voir les choses que peut avoir Sander se retrouve dans la manière dont la nouvelle objectivité est présentée, et entre les œuvres elles-mêmes, il y a des jeux de circulation qui fonctionnent bien. Pour autant, parfois, je trouve ça peut affaiblir aussi le regard qu'on porte sur les choses et je trouve un peu dommage peut-être qu'il n'y ait pas plus de croisements. C'est vrai que c'est pluridisciplinaire, mais il y a quand même une salle pour le Bauhaus, une salle pour effectivement la nature morte, une salle pour les portraits. Avec quand même une espèce de tension qui est le récit de l'exposition, qu'en effet on peut prendre sûrement de manière différente, mais il y a quand même une grande tension de ce que devient la nouvelle objectivité après, c'est-à-dire vers la catastrophe. La fin de l'exposition est assez saisissante de ce point de vue. Il y a une installation du photographe Arno Giesinger qui montre comment certaines des œuvres qu'on a vues ont été retournées par les nazis dans le début de ce qui était en gros les expositions d'art dits dégénérés, puis cette toute petite salle qui est quand même assez
bouleversante vers la fin, qui reprend des photographies de Sander au moment où certains sont devenus des bourreaux et certains autres sont devenus des torturés. De ce point de vue, il y a un récit, c'est pas statique, Stéphane Correll. Alors absolument, ce qui est passionnant, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est en fait, et on est au cœur, c'est très politique, on est au cœur de ces années 20, c'est-à-dire c'est le rapport, un peu ce que je disais tout à l'heure, entre l'individu et le groupe, et c'est la question qui va agiter toutes ces années 20-30 et qui va arriver, déboucher malheureusement sur la guerre. Alors effectivement, il y a une évolution qui d'ailleurs n'est pas la même suivant les différents protagonistes, mais Sander, lui, va devenir de plus en plus à gauche, entre guillemets, mais aussi sous la pression, je dirais, d'événements familiaux et personnels. Mais ce qu'il dit, par exemple, en 31, est absolument effrayant. Il y a un texte dans l'exposition où il dit il faudrait photographier le Parlement de l'extrême droite à l'extrême gauche et on pourrait classer les gens en fonction de leur type et de leur vision politique qui se verrait sur leur visage. Alors ça a un nom, c'est la physiognomonie, c'est-à-dire le fait de porter effectivement dans son apparence physique un aperçu de son caractère ou de sa personnalité. Mais il faut quand même rappeler que c'est d'abord une pseudo-science qui aujourd'hui est largement controversée et qui elle-même a conduit effectivement à la logique même du nazisme et de l'élimination systématique de certains groupes humains. Et d'ailleurs, il y a le portrait d'Alfred Flesheim par Otto Dix, qui n'était pas son marchand, mais qui était un marchand d'art. Marchand d'art, oui, qui s'il n'est pas vraiment une caricature antisémite, ça se discute parce que les traits, d'ailleurs le cartel le dit de manière assez ambiguë. Mais l'ambiguïté, elle est très très au cœur de l'exposition. Oui. Typiquement, ce cartel est passionnant. Exactement. Et néanmoins, il a les deux mains posées sur deux œuvres, une de Georges Braque, une de Picasso, et ça a été clairement analysé comme étant une critique de la part d'Otto Dix de la promotion d'un art étranger à l'intérieur de l'Allemagne. Donc c'est quand même un tableau nationaliste, ça c'est sûr, et xénophobe même. Donc là, effectivement, plus on s'approche de la fin de l'exposition, et là je dois dire qu'il y a une rupture, il faut quand même en parler dans l'exposition, c'est-à-dire qu'il y a tout ce truc sur la standardisation, l'homme, les ouvriers en groupe, etc. Et puis d'un coup, il y a cette sale transgression, où on arrive au cœur de crimes sexuels, de pendaisons, de scènes de perversion, qui d'ailleurs mélangent... comme des réactions, en gros, des artistes masculins pour la plupart, à la libération féminine pendant la Première Guerre mondiale. Oui, alors ça c'est déjà extrêmement problématique. Alors d'ailleurs, le catalogue et le cartel nous indique que parce que ces artistes seraient jeunes, ils auraient une vingtaine d'années, finalement, ils réagiraient très mal au fait que les femmes s'émancipent parce que sexuellement, ça les menacerait. Je trouve que tout ça mérite beaucoup plus d'explications. Oui, j'ai trouvé aussi c'est très très ambigu et le cartel et le tableau d'Otto Dix, bien sûr. Sur le marchand d'art. Sur le marchand d'art, effectivement. Parce que le cartel ne dit rien, en fait, si ce n'est qu'il commente la manière dont on pourrait le regarder, mais ne dit rien sur les enjeux, en fait, de ce tableau. Ensuite, ce qui est quand même assez passionnant parce que on traverse à la fois des modes de représentation, on traverse... c'est quand même aussi une exposition où on apprend plein de choses, en fait. Et notamment, par exemple, des choses qu'on peut ou pas savoir, ou qu'on a oublié, le rapport de l'Allemagne avec l'Amérique dans les années 20. La manière dont l'Amérique a aidé les États-Unis, comme les États-Unis a aidé l'Allemagne en fournissant des capitaux. Et donc, il y a une espèce d'engouement pour les États-Unis et pour ce qu'elle apporte aussi, cette standardisation, cette modernisation. Donc il y a des espèces de sous-récits qui traversent l'exposition comme ça et qui permettent des lectures et qui commencent en fait à creuser ce qui peut être à la fois de l'ordre de la critique de cette période-là, notamment, en fait, j'ai pensé en regardant par exemple les représentations. Il y a une représentation du bâtiment de l'Institut de recherche sociale de Francfort qui est montré pour son architecture et en même temps c'est quand même le lieu où a commencé la réflexion sur ce que Adorno appelait la production industrielle de biens culturels. Donc c'était cette espèce de remise en question de ce que la nouvelle objectivité peut produire revendique aussi, en fait. Tout à fait. Donc, dans ces sous-récits-là, il y a plein de choses qui se passent et qui sont assez... Oui, et c'est des sous-récits qui auraient pu ne pas exister si l'exposition avait été un pur récit téléologique partant de la catastrophe nazie pour réexpliquer la question de la nouvelle objectivité. Moi, ce que j'ai craint au début et ce que je trouve qui est très bien tenu en termes de rythme. Un dernier mot, Stéphane Correll. Oui, alors je voudrais juste dire un mot de la peinture parce que quand même, Otto Dix, extraordinaire, il y a une poignée de chefs-d'œuvre
qu'il ne faut pas manquer, qui sont répartis malheureusement dans plein de salles. Donc, mais en même temps, ça rythme parce que c'est. Oui, puis on les voit de loin, c'est intéressant on les voit aussi de de les loin, ils sont repérer. absolument sublimes. Et puis, comme toujours dans ces expositions, il y a des très grands qui ressortent, comme Autodix, qui est évidemment s'impose, mais aussi des outsiders. Donc, j'aurais parlé de 2 tableaux de Davringhausen, dont on connaît plus le travail abstrait en général. Mais là, il y a 2 portraits, là aussi saisissants, mais qui sont aussi malheureusement dans 2 salles différentes. Le Profiteur et le Rêveur, qui est dans Transgression, un tableau étonnant. Voilà, et donc on découvre vraiment aussi des artistes dans cette exposition. Bon, allez voir, prenez le temps d'aller voir cette exposition. Allemagne, année 1920, c'est au Centre Pompidou à Paris jusqu'au 5 septembre prochain. Angela Lampe, on ne les a pas cités, et Florian Ebner en sont les commissaires. Et c'est aussi un gros, lourd catalogue paru aux éditions du musée. France Culture, la grande table critique, Lucille Como. Et oui, Sally, on aurait pu en dire beaucoup plus. On aurait pu faire une critique entière. On poursuit cette émission avec une exposition sise à la Maison européenne de la photographie, la MEP, intitulée Love Song, photographie de l'intime. Je t'aime, oh oui, je t'aime. Moi non plus. Oh, mon amour, comme la vague, irrésoluble. Je t'aime, oh oui, je t'aime, moi non plus. Simon Baker, qui dirige la Maison européenne de la photographie, a choisi d'exposer plusieurs séries de photographes différents, de René Gruebli, qui a photographié sa femme Rita depuis les années 50 jusqu'à nos jours, à Carla Hiraldo Volo, qui a constitué une sorte de roman photo inspiré d'une histoire d'amour toxique en 2021. Allez voir comment ça se passe dans les amours des autres, comment l'intimité affleure ou pas sur la photographie, c'est ça l'idée, et comment, lorsqu'on photographie l'être qu'on subjective le plus, on atteint peut-être une nouvelle objectivité. C'est le titre du texte qui introduit le catalogue en écho, léger l'écho, à notre précédent sujet. Sally Bonne. Ah, l'amour, toujours l'amour. Toujours. C'est le principal. Oui, alors... On va peut-être essayer d'en dire un peu plus ça. On va en dire un peu plus, évidemment. Donc, c'est une exposition dont la tentative se déclare délibérément sentimentale, ce sur quoi on pourra peut-être revenir. Et dans cette tentative délibérément sentimentale, de repenser l'histoire de la photographie à travers un certain nombre de noms de photographes célèbres, de photos aussi, ou de séries de photos qu'on a pour certaines déjà vues, même pas mal. Vous pensez à quoi par exemple? Nan Golding notamment, Saliman qu'on avait déjà vu au Jeu de Paume, il y en a d'autres, mais en tout cas il y en a quand même certaines qu'on a déjà vues, Araki aussi. L'exposition est assez simple dans son concept, il y a 2 étages et 2 faces, puisque c'est quand même le titre, Love Songs, c'est aussi une sorte de souvenir, enfin de remémoration de la manière dont on pouvait faire quand on était jeune. Ça dépend lesquels, mais en tout cas certains jeunes qui ne le sont plus, faisaient des playlists avec des chansons d'amour pour déclarer leur amour. Donc voilà, l'exposition fonctionne sur ce principe-là, où les chansons d'amour seraient remplacées par des images. Ce qui est d'ailleurs déclaré par certains des photographes, puisque René Gruebli, justement, qui fait cette assez belle série qui est
ouvre l'exposition, qui est une série qui a été faite dans les années 50. René Grebely faisant d'autres photographies plutôt de paysages et de villes, mais il photographie sa femme dans la petite chambre d'hôtel de Montparnasse où ils se sont installés quelques jours pour leur nuit de noces, pour leur voyage de noces, pardon. Enfin, leur nuit de noces aussi, j'imagine. Et donc cette première série, en fait, pose déjà un premier regard qui est il le dit lui-même, donc René Grebely, au lieu je fais pas de poèmes parce que je suis pas poète, je fais pas de chansons parce que je suis pas chanteur, je fais des images. Donc voilà, c'est une espèce de déclaration d'amour par l'image, ce qui pose les choses et en même temps pose aussi la question qui va traverser toute l'exposition jusqu'à la fin et qui est peut-être plus intéressante de la manière dont elle est traitée au-dessus. C'est-à-dire sur la phase B, qui n'est pas vraiment une phase B, puisque c'est la continuité chronologique de la phase A, mais qui va poser la question de savoir qui regarde, qu'est-ce que c'est que d'être regardé, qu'est-ce qu'il y a de quelque chose qu'on pourrait appeler l'amour, qui est quand même un grand mot. Il y a beaucoup de grands mots d'ailleurs dans l'exposition et dans le texte du catalogue, qui sont aussi parfois un peu. C'est le côté anglo-saxon, il y a un côté très lyrique. Ouais, très lyrique. Mais voilà, la question c'est celle-là, qu'est-ce que c'est d'être regardé et parfois aussi un jeu de retournement qu'on va peut-être plus effectif à l'étage. Oui, Stéphane Correa, on a l'impression, en entendant sa lit, je n'ai pas vu encore l'exposition, mais qu'il y a à la fois quelque chose de très simple et de revendiqué comme tel, de pop, presque de la pop culture, et en même temps, avec cette histoire de face A, face B, de dialectique et de peut-être trop compliqué, Stéphane Correa. Ah non, je dirais pas trop compliqué. Ce qui est très beau dans la première salle, les photos de Grebely, justement, c'est que c'est un livre, en fait, qu'il a fait avec sa femme, et d'ailleurs un typographe. Donc, ça montre bien que le sujet photographié, parce que c'est souvent un photographe, mais parfois on verra aussi, notamment dans la phase B, que ça peut être des couples de photographes qui se photographient mutuellement, donc ça c'est assez intéressant, ça fait partie d'ailleurs des triangulations possibles, on y reviendra. Non, moi ce que j'ai trouvé vraiment passionnant dans le principe même de l'exposition, qui est très simple, c'est que ça combine une possibilité avec une impossibilité, je dirais, c'est-à-dire la possibilité, c'est finalement la profonde relation qu'il peut y avoir entre la photographie et l'amour. On sait qu'on connaît la phrase de Roland Barthes dans La Chambre claire qui dit « que la photographie reproduit à l'infini n'a lieu qu'une fois ». Et je pense que c'est une bonne définition de l'amour aussi et de ces moments peut-être qu'on essaye de capturer, justement, et que la photographie essaye de capturer. Mais Barthes lui-même d'ailleurs dit que c'est impossible de capturer l'amour. Il parle d'une photographie de ses parents, il dit « je sais qui s'aimaient, mais quand je regarde la photographie de mes parents, je ne vois pas cet amour ». Parce qu'on voit assez bien dans la photo d'Araki dont vous parliez tout à l'heure, qui est la première de la série, est une photo de mariage hyper conventionnelle avec des têtes complètement figées d'un couple japonais dans les années, ça doit être aussi les années 50, et qui est de ce point de vue-là assez frappante. Mais je vous laisse continuer. Et non, mais Simon Baker d'ailleurs cite Araki dans son introduction, et je trouve que ce qu'il dit est très éclairant parce que donc Araki lui dit: pendant tout le temps où je vivais avec Yoko, j'ai pensé que je photographiais l'amour, que c'était là le sujet de mon travail, mais finalement quand je regarde ces photographies de Yoko, je me dis que l'amour en est absent, que d'une certaine façon je n'ai pas réussi à le capturer. Et c'est ça évidemment toute la tension de l'exposition, c'est comment formaliser l'amour, comment le représenter. Et on sait d'ailleurs que, moi je pensais à ce qu'a dit Malraux, il dit depuis que l'histoire de l'art a échappé aux spécialistes, elle est l'histoire de ce qui peut être photographié. Donc l'amour existe, si tant est qu'on puisse le photographier. On a parlé ici il y a quelques semaines du théâtre des émotions. Est-ce qu'on peut représenter l'amour et comment est-ce qu'on peut le traquer finalement? Donc je me suis amusé à chercher un peu dans l'ensemble de ces séries, je pense qu'il y en a une vingtaine de photographies, puisque à chaque fois c'est des ensembles autobiographiques, il faut bien dire que c'est des histoires d'amour vécues par les photographes avec leur modèle. Alors d'abord c'est la nudité, 100% des cas. Il y a de la nudité, c'est le premier cliché, on va dire, sur l'amour, et même parfois des corps un peu flétris qu'on ne verra peut-être pas ailleurs dans la photographie, mais qui sont photographiés avec amour. Ensuite, les linges blancs. Là, j'étais très surpris. Dans 80% des cas, c'est des sous-vêtements qui sèchent, c'est des draps, des tuniques, des voiles de fiançailles. Beaucoup de noir et blanc aussi, il faut le dire. Des robes de mariée, absolument. Les miroirs, dans 70% des cas, ce qui justement aussi parle de cette triangulation, parce que c'est souvent des autoportraits, comme chez Alix Cléo Roubaud, par exemple, qui se photographie avec Jacques Roubaud, on y reviendra. Et très surprenant, dans la moitié des cas, des salles de bain. Alors, je ne sais pas si c'est aussi un lieu de l'intime ou un lieu de la purification avant ou après l'amour, mais il s'y passe, ceci dit, des choses parfois bizarres, notamment chez Nan Goldin ou Larry Clark. Mais on y reviendra aussi. On y reviendra peut-être à Larry Clark, dont je ne comprends toujours pas ce qu'il fait là, mais peut-être que Sally Bonne a une idée, parce que pour le coup, là, le dispositif se décroche un petit peu par rapport au pacte de départ. En fait, il y a quand même
moi, il m'a semblé, dans cette exposition, une dimension peut-être presque didactique, hein, de traverser toutes les formes de l'amour, l'amour conjugal, l'amour, la violence, tous les schémas amoureux, tous les désirs, et puis aussi tous les moments de l'amour, que ce soit la passion amoureuse, la lune de miel, la séparation, la mort, la violence, la mort aussi, avec effectivement Araki, l'amour hétérosexuel, l'amour homosexuel, entre hommes, entre femmes. Voilà, on parcourt à travers le temps, puisque, je ne sais pas si on l'a évoqué, mais ça commence dans les années 50 avec Grubly pour aller jusqu'à nos jours à peu près. Donc on est années 50-2000 face A et 2000 à nos jours face B. Et donc c'est dans cette salle que Larry Clark apparaît, c'est-à-dire dans une salle où la question de l'amour est traversée par la question de la violence. Donc évidemment, la balade de la dépendance sexuelle de Dan Goldin, qu'on commence à avoir quand même beaucoup vu, hein, mais... et puis qui se retrouve face à Larry Clark, qui ne représente en fait pas l'amour, si ce n'est dans l'idée d'une manière en fait différente, communautaire, de vivre les relations amoureuses. Donc c'est plutôt ça. En fait, sa place, elle est à cet endroit-là, c'est-à-dire à l'idée qu'il y a effectivement le couple, qui est plutôt globalement valorisé, très bien représenté, on va dire. Mais donc Larry Clark, il est cette part-là, un petit peu plus, on va dire, lâche à tous les sens du terme, peut-être de la relation amoureuse. Stéphane. Oui, absolument. C'est ce qu'on voit aussi d'ailleurs au deuxième étage dans les photos de Li Jinping, connu sous le nom de numéro 223, où effectivement, je suis d'accord avec Sally Bone, je pense qu'il y a quelque chose d'une dissolution de la figure du couple dans quelque chose de beaucoup plus imperceptible, de plus collectif. Donc ça, c'est effectivement aussi une des choses qu'on voit dans l'exposition. Je pense que ce qui est intéressant aussi, et c'est pour ça que c'est bien que cette expo soit à la MEP, où c'est logique, c'est que c'est aussi une interrogation sur ce qu'est la sérialité dans la photographie, puisqu'il y a effectivement des ensembles constitués, connus, comme les ensembles d'Araki ou l'ensemble de Dan Goldin. Qui ont des narrations propres. Voilà, mais je veux dire, qui sont un ensemble conceptuellement identifié, soit dans le cas de Grubly, qui ont donné lieu à un livre, à des expositions, à un projet, parfois très court dans le temps, parfois très au contraire allongé. Mais il y a aussi des constructions a posteriori, finalement, qui sont, par exemple, je pense à Hervé Guibert, où là, il y a tout un ensemble de photographies assez magnifiques. Hervé Guibert, l'écrivain qui a photographié son amant Thierry. Voilà, son fiancé Thierry, en fait, avec des stations. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que je disais sur la représentation de l'amour et sur la triangulation, d'ailleurs, c'est-à-dire la question du cliché. Ce qui m'a amusé aussi, c'est de voir justement comment on ne peut pas parler d'amour sans cliché. Et les clichés en photographie, c'est aussi les photographies qui nous ont précédés. Et j'étais très intéressé de ce point de vue-là, de voir cette photo que je ne connaissais pas de Thierry, le fiancé d'Hervé Guibert, nu de dos face à une fenêtre sur l'île d'Elbe, prise en 83, qui est le remake absolument parfait du célèbre Nu provençal de Willy Ronis, photo de 49, où c'est sa femme qui est penchée sur justement un lavabo, on revient aux salles de bain. Sally Bone. J'ai trouvé que la première face avait quelque chose de très classique et en même temps qui raconte aussi assez bien l'histoire du rapport qu'on a à l'amour en fait et au couple et à l'image que ça peut donner. Il y a quand même j'ai trouvé très très belle série de Emmett Gowin qui s'appelle Edith, qui est en fait c'est une série assez émouvante parce qu'il photographie le visage et le corps de sa femme depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, soit uniquement son visage, soit tout son corps nu ou entouré d'enfants ou de familles. Et c'est une des séries qui est peut-être les plus émouvantes de l'ensemble. Une autre chose aussi, peut-être, c'était ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est la phase B qui s'ouvre sur la relation amoureuse d'un couple franco-suédois et qui vraiment réinterroge la question du partage des images et comment on se regarde en fait et qui était peut-être une des formes d'ouverture de cette question de la représentation amoureuse. Il y a beaucoup de choses à voir aussi dans cette exposition Love Songs, photographie de l'intime. C'est jusqu'au 21 août prochain à la Maison européenne de la photographie à Paris et c'est aussi un catalogue édité par la MEP et EXB. La grande table critique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup Stéphane Coréard, merci Sally Bone. L'émission est préparée par Boris Pinault et Aïssatou Ndoye. Elle est réalisée par Perret Legras, avec à la technique aujourd'hui Jordan Fuentes et Félix Delacour.